Mémoire du général Toussaint Louverture, écrit par lui-même et pouvant servir à l'histoire de sa vie. Début de la section 1 partie 4. Parole du général. Vous êtes un officier de marine, monsieur. Eh bien, si vous commandiez un vaisseau de l'État et que sans vous donner avis, un autre officier vint vous remplacer en sautant à l'abordage par le gaillard d'avant, avec un équipage double du vôtre, pourriez-vous être blâmé de chercher à vous défendre sur le gaillard d'arrière? Telle est ma position vis-à-vis de la France. Fin de parole. À l'instant où j'expédiais ces deux officiers, j'apprends que le général Hardy a passé la coupe à l'Inde avec son armée, qu'il s'est porté sur mes propriétés, qu'il les a ravagées, qu'il a enlevé tous mes animaux et surtout un cheval nommé Bel Argent, dont je faisais le plus grand cas. Sans perdre de temps, je me portai contre lui avec la force que j'avais. Je l'atteignis près du Dondon. L'affaire s'engagea et dura avec le plus grand acharnement depuis 11 heures du matin jusqu'à 18 heures du soir. Avant que de partir, j'avais donné l'ordre au général Dessalines d'attendre la réunion de la garnison qui avait évacué la Crête à Pierrot et d'aller se camper au camp marchand, le prévenant qu'après le combat, je me serais rendu à la Marmelade. Arrivé dans cet endroit, je reçus la réponse du général Boudet, qu'il m'envoyait par mon neveu Chancy, qu'il avait précédemment fait prisonnier. Ce général m'assurait que ma lettre parviendrait facilement au premier consul, qu'à cet effet, il l'avait déjà envoyée au général Leclerc, qui lui avait promis de la faire partir. Sur le rapport de mon neveu, et après la lecture de la lettre du général Boudet, je crus reconnaître en lui un caractère d'honnêteté et de franchise, digne d'un officier français fait pour commander. Je m'adressai en conséquence à lui, avec confiance, pour le prier d'engager le général Leclerc à entrer avec moi dans des moyens de conciliation. Je lui assurai que l'ambition n'avait jamais été mon guide, mais bien l'honneur, que j'étais prêt à rendre le commandement pour obéir aux ordres du premier consul et à faire tous les sacrifices nécessaires pour arrêter les progrès du mal. Je lui envoyai ma lettre par mon neveu Chancy, qu'il retint près de lui. Note 1. Cette force montait à 3 compagnies de dragons, commandées par Morisset et Placide Louverture. Louverture envoya, de Saint-Michel, ordre à Christophe, qui occupait les hauteurs de la Grande Rivière, de marcher pour prendre la division Hardy en tête, tandis qu'il la prendrait en queue. Il continua en avant avec toutes les milices de la contrée. Le combat eut lieu le 8 Germinal, 29 mars 1802. Christophe manqua d'y être fait prisonnier. Hardy sut se frayer du chemin. Il fut néanmoins poursuivi jusque sur la route du Cap. 2. Marchand est une habitation située dans la plaine de l'Artibonite, à environ 7 lieues de la petite rivière. Dessalines en fit plus tard sa résidence impériale. Alors une ville s'y éleva comme par enchantement. Cette ville, bâtie en bois, périclita comme son fondateur. Quelques baraques que dominent quelques fortifications en mauvais état y attristent aujourd'hui l'œil du voyageur. 3. Le chef d'escadron. Chancy, mulâtre, naquit aux Caillès vers 1783. Son père était blanc. Sa mère, négresse, sœur de Louverture, fut emmenée, par le sort de l'esclavage, du nord dans le sud de la colonie. Elle y devint libre et même propriétaire longtemps avant la Révolution. Quand Louverture vint prendre possession de la ville des Cayes, que Rigaud fut obligé de lui abandonner, il attacha le jeune Chancy à son état-major et le fit bientôt parvenir au grade de chef d'escadron. Louverture avait la plus grande confiance dans son dévouement. Aussi l'envoya-t-il de Saint-Marc le 20 Pluviose, 9 février, près du chef de brigade Dommage, commandant de l'arrondissement de Jérémie. La mission était périlleuse. Louverture, dans sa dépêche, traitait Dommage de général de brigade, pour mieux exalter son courage. Il lui annonçait la chute du Cap et du Port-au-Prince. Il l'invitait à une résistance désespérée. Chancy fut arrêté dans les hauteurs du Petit Goave, cherchant à gagner Jérémie et conduit au Port-au-Prince. 4. Chancy, dont on redoutait sans doute le courage entreprenant et l'utilité dont il pouvait être à Louverture dans ces graves occurrences, reçut ordre du général Boudet de ne plus sortir du Port-au-Prince. C'est de cette ville qu'il fut embarqué sur le vaisseau l'Aigle et envoyé en France après l'arrestation de son oncle. Fin des notes. Mais 2 jours après, je reçus une lettre par une ordonnance pressée qui m'annonçait qu'il avait fait part de mes intentions au général Leclerc et m'assurait que celui-ci était prêt à entrer en arrangement avec moi et que je pouvais compter sur les bonnes intentions du gouvernement à mon égard. Le même jour, le général Christophe me communiqua une lettre qu'il venait de recevoir du citoyen Wilton, demeurant à la Petite-Anse, et une autre du général Hardy,
lui demandant tous deux une entrevue. Je permis tout au général Christophe, en lui recommandant d'être très circonspect. Le général Christophe ne se rendit pas à l'entrevue indiquée par le général Hardy, car il reçut une lettre du général Leclerc qui lui proposait un autre rendez-vous. Il m'envoya copie de cette lettre et de sa réponse et me demanda la permission de se rendre dans l'endroit qu'on lui indiquait, ce que lui permis, et il y fut. Le général Christophe, à son retour, me rapporta une lettre du général Leclerc qui me disait que ce serait pour lui une belle journée s'il pouvait m'engager à me concerter avec lui et à me soumettre aux ordres de la République. Je répondis sur-le-champ que j'avais toujours été soumis au gouvernement français, puisque j'avais constamment porté les armes pour lui. Que si, dès les principes, on s'était comporté avec moi comme on devait le faire, il n'y eût pas eu un seul coup de fusil de tirer. Que la paix n'eût pas même été troublée dans l'île et que l'intention du gouvernement eût été remplie. Je témoignai enfin tant au général Leclerc qu'à Christophe tout mon mécontentement de ce que celui-ci s'était rendu sans ordre de ma part. Le lendemain, je dépêchai au général Leclerc mon adjudant général Fontaine, porteur d'une seconde lettre, par laquelle je lui demandais une entrevue à l'habitation d'Héricourt, ce à quoi il se refusa. Cependant Fontaine m'assura qu'il avait été très bien reçu. Je ne me rebutai point, je lui dépêchai pour la 3e fois mon aide de camp Coupé et mon secrétaire Nathan, pour lui assurer que j'étais prêt à lui rendre le commandement conformément aux intentions du gouvernement du premier consul. Il me fit répondre qu'une heure de conversation ferait plus que 10 lettres, en me donnant sa parole d'honneur qu'il agirait avec toute la franchise et la loyauté qu'on pouvait attendre d'un général français. On m'apporta en même temps une proclamation de sa part qui invitait tous les citoyens à regarder comme nul et non avenu l'article de celle du 28 Pluviose qui me mettait hors la loi. Ne craignez pas, disait-il dans cette proclamation, vous et les généraux sous vos ordres, et les habitants qui sont avec vous, que je ne recherche personne sur sa conduite passée. Je tirerai le voile de l'oubli sur les événements qui ont eu lieu à Saint-Domingue. J'imite en cela l'exemple que le premier consul a donné à la France le 18 Brumaire. Je ne veux voir dans l'île à l'avenir que des bons citoyens. Vous demandez le repos, quand on a commandé, comme vous et supporté aussi longtemps le fardeau du gouvernement, le repos vous est dû. Mais j'espère que dans votre retraite, vous me communiquerez vos lumières, dans vos moments de loisir, pour la prospérité de Saint-Domingue. Note 1. Villeton, mulâtre, commandait la place de la Petite-Anse. Christophe le fit mourir à l'époque de sa royauté. Si on ne sait pour quel motif, on sait néanmoins qu'il n'en fallait pas à ce chef pour accomplir aucun crime. 2. Cette entrevue eut lieu au Haut-du-Cap le 6 Floréal, 26 avril 1802. Christophe y fit sa soumission au général Leclerc. 3. On voit ici que la position de prisonnier et de justiciable où se trouve réduit l'ouverture l'empêche de donner un libre cours à son indignation. Christophe venait de porter à sa fortune le coup le plus mortel en se rendant aux Français avec 1200 hommes, des 1ère, 2e, 3e et 5e demi-brigades, et en leur livrant plus de 100 pièces d'artillerie qui se trouvaient dans divers dépôts que l'ouverture avait dans les mornes. Lettre du général Leclerc au ministre du 18 Floréal, 8 mai 1902. La soumission de Christophe, continue cette lettre, acheva de consterner Toussaint. Il m'écrivit que des circonstances très malheureuses avaient déjà causé bien des maux, mais que quelle que fût la force de l'armée française, il serait toujours assez fort et assez puissant pour brûler, ravager et vendre chèrement une vie qui avait été quelquefois utile à la mère patrie. 4. Coupé, après la soumission de son général, descendit dans le sud. Ce n'est qu'au moment où Alexandre Pétion commença la guerre de l'indépendance que nous le voyons se diriger comme obscurément vers le Port-au-Prince. Là, il fut arrêté avec le capitaine Boyer, Jean-Pierre, depuis président d'Haïti. Tous deux furent embarqués pour le Cap sur la frégate La Surveillante et dans la rade de Celteville transférés sur le vaisseau amiral le Duguay-Trouin où ils rencontrèrent le général Maurepas. Coupé fut noyé la même nuit que ce dernier. Le capitaine Jean-Pierre Boyer fut témoin de ce drame affreux et ne dut lui-même son salut qu'à un miracle de la Providence. Déjà Maurepas est précipité dans la chaloupe qui doit aller le jeter au loin dans les flots. Pieds et mains liés, déjà on vient chercher Boyer, mais il avait monté sur le pont au moment où on prenait l'infortuné Maurepas et s'était dirigé vers la Poulaine. Coupé, le pauvre Coupé, est pris à sa place et noyé hors son tour.
Le lendemain, le général français Boyer, qui avait servi au Port-au-Prince sous le proconsulat de Sontonax, prit le capitaine Boyer sous sa protection, bien qu'ils ne fussent pas parents. 5. Arrêté du 11 Floréal l'an 10, 1er mai 1802, le général en chef ordonne les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 28 Pluviose dernier, qui mettent le général Toussaint Louverture hors la loi, sont rapportées. Eu conséquence, il est ordonné à tous les citoyens et militaires de regarder comme nul et de nul effet cet article. Signé Leclerc. 6. Ces paroles que nous venons de lire sont des fragments de la lettre que le général Leclerc écrivit à Louverture et qui fut imprimée en tête de l'arrêté du 11 Floréal. Louverture ne les transcrivit sans doute que de mémoire, car elles ne sont point conformes à l'édition qu'en a donnée Pamphile de la Croix dans sa Révolution de Saint-Domingue. Fin des notes. D'après cette proclamation et la parole d'honneur du général, je me rendis au Cap. Je fis au général Leclerc ma soumission conformément à l'intention du premier consul. Je lui parlai ensuite avec toute la franchise et la cordialité d'un militaire qui aime et estime son camarade. Il me promit l'oubli du passé et la protection du gouvernement français. Il convint avec moi que nous avions tous deux nos torts. « Vous pouvez, général, me dit-il, vous retirer chez vous en toute sûreté, mais dites-moi si le général Dessalines obéira à mes ordres, et si je peux compter sur lui. » Je lui répondis que oui, que le général Dessalines peut avoir des défauts comme tout homme, mais qu'il connaît la subordination militaire. Je lui observai cependant que pour le bien public et pour rétablir les cultivateurs dans leurs travaux, comme à son arrivée dans l'île, il était nécessaire que le général Dessalines fût rappelé à son commandement à Saint-Marc et le général Charles Belair à l'Arcahaie, ce qu'il me promit. À 11 heures du soir, je pris congé de lui et me retirai chez Déricourt, où je passai la nuit avec le général Fraissinet, et partis le lendemain matin pour la Marmelade. Le surlendemain, je reçus une lettre du général Leclerc qui m'invitait à lui renvoyer mes gardes à pied et à cheval. Il m'adressait aussi un ordre pour le général Dessalines. J'en pris connaissance et le fis passer au général Dessalines, en l'engageant à s'y conformer. Et pour remplir d'autant mieux les promesses que j'avais faites au général Leclerc, j'invitai le général Dessalines à se rencontrer avec moi à moitié du chemin de traverse de son habitation à la mienne. Je le persuadai de se soumettre, ainsi que moi. Je lui dis que l'intérêt public exigeait que je fisse de grands sacrifices, que je voulais les faire bien, mais que pour lui, il conserverait son commandement. J'en dis autant au général Charles, ainsi qu'à tous les officiers qui étaient avec eux. Je vins à bout de les persuader, malgré toute la répugnance, les regrets qu'ils témoignèrent de me quitter et de se séparer de moi. Ils versèrent même des larmes. Après cette entrevue, chacun se rendit à sa demeure respective. L'adjudant général Perrin, que le général Leclerc avait envoyé à Dessalines pour lui porter ses ordres, le trouva très bien disposé à les remplir, puisque je l'y avais engagé précédemment par mon entrevue. Note 1. Belair, Charles, jeune et beau noir, était neveu de Louverture, qui l'enrôla dès le commencement de la Révolution. D'abord aide de camp de son oncle, il passa ensuite dans la ligne et devint chef de la 7e demi-brigade, puis général de brigade, commandant à l'Arcahaie. On dit qu'il était un des hommes noirs les plus instruits de son temps. 2. Le général Fraissinet avait déjà servi dans la colonie pendant la guerre contre les Anglais. C'est alors qu'il s'était lié d'amitié avec Louverture. 3. Louverture passa la revue de cette garde le 15 Floréal, 5 mai. Il la félicite de son dévouement à sa personne et à la liberté. Il embrassa au milieu de l'émotion générale les principaux officiers et les engagea à être fidèles au nouvel ordre de choses. La garde à pied, commandée par Magny, se rendit le 19 Floréal, 9 mai, à Plaisance. La garde à cheval, commandée par Morissette et Montpointe, se rendirent au Cap. Le dégoût s'empara des soldats. Beaucoup demandèrent leur congé. Ceux qui restèrent au service formèrent le corps des guides du Nord, dont Magny eut le commandement. 4. Dessalines avait fixé son séjour à l'habitation Georges, près des Gonaïves, qu'il tenait comme fermier de l'État. 5. Dessalines et Belair réunirent les débris des 3e, 4e, 7e et 8e demi-brigades. Ils entrèrent à Saint-Marc le 22 Floréal, 12 mai 1802, se soumettant ainsi à l'autorité de la France. Fin des notes.
Comme on l'a vu, on avait promis de placer le général Charles à l'Arcahaie. Cependant, on ne l'a pas fait. Il était inutile que j'eusse ordonné aux habitants du Dondon, de Saint-Michel, de Saint-Raphaël et de la Marmelade de rentrer sur leurs habitations, puisqu'ils l'avaient fait dès que je m'étais emparé de ces communes. Je leur avais enjoint seulement de reprendre leurs travaux accoutumés. J'avais ordonné à ceux de Plaisance et des endroits circonvoisins de rentrer chez eux et de reprendre également leurs travaux. Ils me témoignèrent les craintes qu'ils avaient qu'on les inquiétât. J'écrivis en conséquence au général Leclerc, pour lui rappeler ses promesses et le prier de tenir la main à leur exécution. Il me fit réponse que ses ordres étaient déjà donnés à ce sujet. Cependant, celui qui commandait la place avait divisé sa troupe et envoyé des détachements dans toutes les habitations, ce qui avait effrayé les cultivateurs et les avait forcés de fuir dans les montagnes. Je m'étais retiré à Ennery et en avais donné connaissance au général Leclerc, comme je le lui avais promis. En arrivant dans ce bourg, j'avais trouvé un grand nombre de cultivateurs des Gonaïves. Je les avais engagés à retourner sur leurs habitations. Avant mon départ de la Marmelade, j'avais donné ordre au commandant de cette place d'en remettre l'artillerie et les munitions au commandant de Plaisance, conformément aux intentions du général Leclerc. Depuis, j'avais également donné l'ordre au commandant d'Ennery de rendre la seule pièce d'artillerie qui y était, ainsi que les munitions, au commandant des Gonaïves. Je ne m'occupais alors qu'à rétablir mes habitations, qui avaient été incendiées. Je faisais faire, dans une habitation de la montagne, qui avait échappé aux flammes, un logement commode pour mon épouse, car elle était encore dans les bois où elle avait été obligée de se réfugier. Note 1. Charles Belair fut néanmoins employé plus tard à la surveillance des cultures dans les dépendances de l'Arcahaie. Dévoué à son oncle, il prit les armes après son arrestation, mais appelé à une conférence par Dessalines, qui alors servait la France avec un zèle plein de férocité, il fut traîtreusement arrêté le 19 Fructidor, 5 septembre 1802, sur l'habitation Tussac, aux environs de Plasac, et conduit au Cap, où, jugé et condamné avec sa femme, la dame Sanit, il fut fusillé le 1er Vendémiaire, 5 octobre, tandis que Sanit était pendu. Le courage avec lequel Madame Belair marcha à la potence étonna même ses bourreaux. Quant au jeune général, en allant sur la place de son exécution, il ne put s'empêcher de maudire la conduite de Dessalines en versant d'abondantes larmes. 2. Le commandant de la place d'Ennery était le chef de bataillon Pesquidon, de la Légion de Saint-Domingue. 3. Le 19 Floréal, 9 mai, après le départ de la garde pour Plaisance. 4. Le chef de brigade à Marmelade Désir Laurent, Noir. 5. L'ouverture avait dans le quartier d'Ennery 4 habitations caféières, qu'il avait achetées soit du gouvernement, soit de particuliers. Celle de Décao, située dans les Mornes, où il vint d'abord fixer sa résidence, après sa soumission. C'est là qu'Isaac se tenait, celle de Sensey où demeuraient Madame Louverture et les autres membres de sa famille, celle de Rouffelier et celle de Beaumont. Cette dernière habitation confine au village d'Ennery. 6. Madame Louverture et sa famille, à l'exception de Placide, étaient restées pendant toute la tourmente sur l'habitation Vincendière, dans les Cahots. Fin des notes. Pendant que j'étais occupé à ces travaux, j'appris qu'il était arrivé 500 hommes de troupes pour loger à Ennery, petit bourg, qui jusqu'alors n'avait pas pu contenir plus de 50 gendarmes pour la police. Qu'on avait également envoyé un très gros détachement à Saint-Michel. Je me transportais de suite au bourg. Je vis que toutes mes habitations avaient été pillées et qu'on avait enlevé jusqu'au coffre de mes cultivateurs. À l'instant même où je portais mes plaintes au commandant, je lui fis apercevoir des soldats qui étaient chargés de fruits de toute espèce. Ces fruits n'étaient même pas même mûrs. Je lui fis aussi voir des cultivateurs qui, voyant ces pillages, se sauvaient dans d'autres habitations de la montagne. Je rendis compte au général Leclerc de ce qui se passait. Je lui observai que les mesures qu'on prenait, loin d'inspirer la confiance, ne faisaient qu'augmenter la méfiance. Que le nombre de troupes qu'il avait envoyées était trop considérable et ne pouvait que nuire à la culture et aux habitants. Je remontai ensuite dans mon habitation de la montagne. Le lendemain, je reçus dans cette habitation la visite du commandant d'Ennery, et je m'aperçus fort bien que ce militaire, loin de me rendre une visite d'honnêteté, n'était venu chez moi que pour reconnaître ma demeure et les avenues, afin d'avoir plus de facilité de s'emparer de moi lorsqu'on lui en donnerait l'ordre.
Pendant que je causais avec lui, on vint m'avertir que plusieurs soldats s'étaient rendus avec des chevaux et autres bêtes de charge dans une de mes habitations, près du bourg, où restait une de mes filleules, et qu'ils enlevaient les cafés et autres denrées qu'ils y avaient trouvées. Je lui en fis mes plaintes. Il me promit de réprimer ces brigandages et de punir sévèrement ceux qui s'en rendaient les coupables. Craignant que ma demeure dans la montagne n'inspirât de la méfiance, je me déterminai à venir dans cette même habitation qui venait d'être pillée et qui avait été presque totalement détruite, tout près du bourg, qui n'en est éloigné que de 200 pas. Je laissai ma femme dans l'appartement que je lui avais fait préparer. Je ne m'occupais plus qu'à faire de nouvelles plantations pour remplacer celles qu'on m'avait détruites et à faire préparer les matériaux nécessaires pour la reconstruction de mes bâtiments. Mais tous les jours, je n'éprouvais que de nouveaux pillages et de nouvelles vexations. Les soldats qui se portaient chez moi étaient en si grand nombre que je n'osais pas même les faire arrêter. En vain je portais mes plaintes au commandant, je n'en recevais aucune satisfaction. Je me déterminai enfin, quoique le général Leclerc ne m'eût pas fait l'honneur de répondre aux 2 premières lettres que je lui avais écrites à ce sujet, à lui en écrire une 3e, que je lui envoyai au Cap par un de mes fils, Placide, pour plus de sûreté. Je ne reçus pas plus de réponse à celle-ci qu'aux précédentes. Seulement le chef de l'état-major me fit dire qu'il ferait son rapport. Quelque temps après, le commandant étant venu de nouveau me voir un après-midi, il me trouva à la tête de mes cultivateurs, occupé à conduire mes travaux de reconstruction. Il fut témoin lui-même que mon fils Isaac repoussait plusieurs soldats qui venaient jusqu'à la porte de mon habitation couper des bananes et des figues-bananes. Je lui réitérai les plaintes les plus graves. Il me promit encore qu'il empêcherait ces désordres. Fin de la section 1 partie 4. Mémoire du général Toussaint Louverture. Financé par Saméris.